Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du flocon de Koch, qui est une figure particulière qui se construit de manière récursive, et ce que je vais vous montrer peut faire partie d'un sujet de grand oral du baccalauréat en option mathématiques ou en option NSI, puisqu'on peut voir qu'on peut programmer la construction du flocon de Koch de manière informatique. D'ailleurs, la plupart des dessins que l'on peut trouver sur Internet ont été faits grâce à un programme et non pas à la main. Donc, on va voir en plus qu'il y a une particularité à cette figure géométrique qui est d'avoir un périmètre infini, mais une aire qui est finie. Et justement, on va voir les calculs qui vont nous permettre de montrer ça, et ça va nous permettre de faire le lien avec le programme de maths du lycée. Alors bien sûr, ici, je vous ai dit que c'est un sujet possible de grand oral. Le but, c'est pas de copier-coller ce que je vais vous montrer, mais de vous inspirer de ce que je vais vous montrer pour créer vos propres sujets de manière originale et intéressante. On peut aller dans plein de directions différentes, et d'ailleurs, en conclusion, je dirais des pistes de réflexion qu'on peut avoir par rapport à un sujet de grand oral sur ce principe. Alors d'abord, on va expliquer comment construire cette fameuse figure. On peut partir d'un triangle équilatéral. Alors, ici, on va le prendre de côté 1, parce que si on le prend de côté 2, 3 ou 4, ça va être la même chose, mais en plus grand. Ça n'a strictement aucun intérêt. Pour les calculs, c'est beaucoup plus simple de partir d'un triangle équilatéral de côté 1. Au pire, en changeant l'échelle, on se ramène à un triangle équilatéral de côté 1. On pourrait très bien partir d'une autre figure comme un carré, ou un losange, etc. À partir du moment où il y a une certaine symétrie centrale, mais bien sûr on n'obtiendrait pas la même figure finale, qui ne ressemblerait pas à un flocon. Pour pas avoir un flocon à la fin, il faut partir d'un triangle équilatéral. Mais on peut très bien partir d'un losange ou d'un carré par exemple. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une manipulation sur chacun des trois segments, et cette manipulation va se refaire par la suite sur chacun des nouveaux segments que l'on va avoir. Alors cette manipulation, je vais l'expliquer ici, sur le segment du bas, que je recopie là, mais bien évidemment, après on va faire la même chose sur les différents segments. Ce qu'on va faire, c'est que notre segment, on va le couper en trois parties égales. Donc là, au début, comme c'est de longueur 1, ce sera 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Mais si après c'est de longueur je ne sais quoi, ben on découpera en 3. Bon. Et on va supprimer le segment qui est au centre. Et on va créer un triangle équilatéral à partir de ces deux points. Donc là, la longueur ici, je la reporte là et là. Donc là maintenant, j'ai 4 segments qui sont égaux. Et donc le triangle qui est ici, donc avec les pointillés et cette pointe-là, est un triangle équilatéral, puisque le triangle en pointillé est également de même longueur, puisque par construction, il était de même longueur. Donc j'ai transformé mon segment en deux segments plus deux autres segments formant un triangle équilatéral. Donc si on applique ce principe là-dessus, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que ici, je vais découper en 3 et donc je vais avoir quelque chose comme ça. Ici, pareil, je vais enlever et puis je vais avoir quelque chose à peu près comme ça. Alors bien sûr, c'est à la main, donc nécessairement, c'est pas très précis. Et ici, pareil, je vais couper en 3 et je vais faire comme ça. Et ici, j'enlève. Et donc, à la fin de la première étape, j'obtiens finalement une étoile. Donc ça, c'est ce qui va se passer à la deuxième étape. Donc je suis parti d'un triangle équilatéral et je suis arrivé à une étoile. Bien sûr, tous les segments sont de même longueur par construction. Ensuite, je vais réaliser exactement le même processus, mais sur chacun de ces segments. C'est-à-dire qu'ici, je vais créer un triangle équilatéral, là je vais créer un triangle équilatéral, un triangle équilatéral, un triangle équilatéral, pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici, là, ici, ici, et ici. Et donc là, alors j'ai pas effacé les segments parce que ce serait un petit peu long, mais on voit qu'on obtient une espèce d'étoile, et progressivement, petit à petit, eh bien l'étoile sera de plus en plus marquée, et on aura quelque chose qui ressemble en réalité à un flocon. Un peu comme un flocon de neige. Alors maintenant, on va voir les calculs qui nous permettent de montrer, comme je l'ai dit, que le périmètre de cette figure est infini, mais que l'aire de cette figure va être finie. Alors, ce qui est important, c'est de reprendre le principe que j'ai expliqué au début avec le segment que je coupe en 3. Parce que ce segment, comme je le coupe en 3
et que j'ai un segment, celui du milieu, qui va se découper en réalité en deux autres segments, si j'appelle Cn le nombre de côtés à la nème étape, eh bien au début, je rappelle que j'avais un triangle équilatéral, donc au début j'ai un triangle équilatéral, et donc j'ai le premier terme C0 qui est égal à 3, parce qu'au début j'ai 3 côtés. Maintenant, à la deuxième étape, j'aurai combien? Eh bien, j'aurai ici 2 de plus, 2 de plus et 2 de plus. Et si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 segments. C'est-à-dire que j'en ai 4 fois plus. Est-ce que c'est logique? Bah oui, puisque si on regarde ici, au début, j'avais un segment, mais ce segment s'est découpé en 4 segments. C'est-à-dire que chaque segment va se découper en 4 segments, donc j'aurai toujours 4 fois plus de segments. Et donc, si j'ai 4 fois plus de segments, c'est-à-dire que je multiplie par 4, j'en déduis que la suite Cn est une suite géométrique de raison 4. Donc géométrique de raison 4. De raison, on peut mettre Q est égal à 4. Je peux donc appliquer la formule de la suite géométrique de raison 4, qui est que Cn est égal à C0 fois Q à la puissance n. C0, on sait que c'est égal à 3. Le Q, on a dit que c'était 4. Donc ça fait C0, enfin 3 fois 4 à la puissance n. Alors, petite remarque, c'est que là, je suis parti de C0 et non pas de C1. Alors, certains partent de C1 parce qu'ils disent, bah, la première étape, enfin le triangle équilatéral correspond à la première étape. Ensuite, cette figure-là correspond à la deuxième étape, etc., etc. Donc si ça correspond à la première étape, je mets C1 et non pas C0. Alors c'est tout à fait possible de dire que ça c'est C1 et non pas C0, donc de faire partir ma suite Cn à n égale 1 et non pas n égale 0. Le problème c'est qu'à ce moment-là, la formule ce serait Cn égale C1 fois Q puissance n-1. Puisque attention, je rappelle que si on part non pas de C0 mais de C1, ce sera puissance n-1. Si on part de C2, ce sera puissance n-2, etc., etc. Ce qui me fera le C1, on a dit que c'était 3 fois 4 puissance n-1. Et là, c'est pas terrible parce qu'on a du puissance n-1, alors que là, j'ai du puissance n. Donc tant qu'à faire, moi je préfère toujours avoir du puissance n que de puissance n-1. Surtout qu'ici, il y a beaucoup d'élèves qui oublient de mettre le moins 1 parce qu'ils pensent que c'est toujours q puissance n, alors que ça va être q puissance n-1, n-2 ou n-3 selon le premier terme. Donc je déconseille fortement de partir de C1 et plutôt de partir de C0. C'est tout à fait possible de partir de C1, mais c'est très risqué et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est juste que les étapes sont décalées, c'est-à-dire que le triangle, c'est pas la première étape, mais l'étape 0, mais ça revient strictement au même. Donc ça, c'est au niveau du nombre de côtés. Hein. Donc le Cn, je rappelle que Cn, c'est le nombre de côtés. Alors, attention, c'est pas à la nème étape, parce que du coup, C0, c'est la 0e étape, alors on peut dire à la nème étape, mais si on considère que le triangle équilatéral était l'étape 0, et donc après, cette figure-là correspond à l'étape 1, par exemple. Bon, mais en tout cas, on dit Cn, c'est le nombre de côtés. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est de poser Ln, qui est la longueur d'un côté, à la nème étape. D'accord ? Ou en tout cas, à la nème étape, après le triangle équilatéral. Alors cette fois-ci, ce qu'on voit, c'est que si là j'appelle Ln, c'est la longueur que j'ai ici, que vaut Ln plus 1? Et bien je vois que Ln plus 1, donc ça c'est Ln plus 1, Ln plus 1, Ln plus 1 et Ln plus 1, puisqu'on a dit que les quatre côtés sont égaux. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je rappelle que j'avais découpé en 3. Donc là, on voit très bien que Ln plus 1, c'est 1 tiers de Ln. J'ai donc Ln plus 1 qui est égal à 1 tiers de Ln. Donc cette fois-ci, j'ai ma suite Ln, qui est une suite géométrique, mais de raison Q qui est égale à 1 tiers, parce que si Ln plus 1 égale 1 tiers de Ln, ça montre bien que Ln est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 tiers. Et que vaut L0? Eh bien L0, ça vaut 1, puisque je rappelle qu'au début, je suis parti d'un triangle équilatéral dont les côtés valaient 1. Donc cette fois-ci, je peux appliquer ma formule Ln qui vaut L0 fois Q puissance n, parce que c'est aussi une suite géométrique. Sauf que L0, ça vaut 1, donc ça ne sert à rien de le mettre. Et le Q, on a dit que lui, maintenant, c'était 1 tiers. Donc ça fait 1 tiers à la puissance n. Donc ça, c'est mes deux formules importantes qui vont me servir énormément dans la suite, qui est le Ln et le Cn. Donc le Ln, c'est 1 tiers puissance n,
Et le Cn, c'est celui-là qu'il faut retenir, celle du dessous, donc 3 fois 4 puissance n. Donc là, on va réécrire ça sur le côté, et après, on va passer maintenant à l'air, parce que on a fait les côtés et les longueurs, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait l'air aussi qui était importante. Donc là, je peux mettre que Cn, c'est 3 fois 4 puissance n, et le Ln, on a dit que c'était 1 tiers, le tout à la puissance n. Maintenant, qu'en est-il de l'air? Alors l'air, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que là, le Cn et le Ln, c'est des suites géométriques, c'est plutôt simple. Là, pour l'air, on va voir, c'est un petit peu plus compliqué. Déjà, il va falloir redémontrer la formule de l'air d'un triangle équilatéral, puisque l'air initial, c'est un triangle équilatéral. Alors, on rappelle que quand on a un triangle équilatéral, alors de côté A, je vais faire exprès de le noter petit a, pour faire le cas général. Ici, on a la hauteur, qui est aussi la médiane, la médiatrice et la bisectrice, puisque ici, c'est un triangle équilatéral, et on sait qu'un triangle équilatéral, tous les angles sont égaux à 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 3. Pour calculer l'air, je vais dire tout simplement que j'ai deux triangles rectangles, parce que je vois que ici, ma médiane, médiatrice, bisectrice a coupé mon triangle en deux triangles rectangles, donc je vais dire tout simplement que l'air, c'est égal à 2 fois l'air d'un triangle rectangle. Or, le triangle rectangle, celui de droite par exemple, ben, là, ici, c'est côté fois côté divisé par 2, parce que c'est un triangle rectangle. Ici, le côté, il vaut A sur 2, parce que c'est la moitié de petit a, parce que ça, c'est la médiane, médiatrice, bisectrice. Et donc ici, j'ai la hauteur que je vais noter petit h. Donc ça fait 2 fois base fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire A sur 2 fois petit h, divisé par 2. Et donc je vois finalement que les deux se simplifient. Et donc il me reste A sur 2 fois H. Le petit a, c'est ce que je veux. Par contre, le H, il faut l'exprimer en fonction de petit a. Là, on va faire un petit peu de trigonométrie. Dans le triangle rectangle de droite, je vais utiliser le sinus de pi sur 3, puisque c'est un triangle rectangle, j'ai le droit de faire. Et le sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Opposé, c'est petit h, et l'hypoténuse, c'est petit a. Donc ça fait que H est égal à A fois sinus de pi sur 3. Or, sinus de pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. J'ai donc h qui vaut a racine de 3 sur 2, donc ça fait a sur 2 fois a racine de 3 sur 2. Et donc là, si je regroupe tout, le 2 fois 2, ça va faire 4, a fois a, ça fait a carré. Donc ça fait a carré racine de 3 sur 4. Alors du coup, je vais plutôt l'écrire sous cette manière-là, c'est-à-dire a carré fois racine de 3 sur 4. Donc ça, c'est l'aire d'un triangle équilatéral de côté petit a. Donc je vais la mettre ici, l'aire c'est a carré racine de 3 sur 4. Et donc que vaut A0, donc l'aire du triangle ici? Et bien c'est petit a qui vaut 1 puisque le côté vaut 1, donc ça fait racine de 3 sur 4. Donc ça c'est plutôt simple, c'est pour trouver A0. Maintenant la difficulté c'est pour trouver AN, en fonction de n. Et là va falloir faire AN plus 1 en fonction de AN. Parce que ici, il va falloir trouver la formule de récurrence entre AN plus 1 et AN, puisque c'est beaucoup plus compliqué que pour le nombre de côtés ou la longueur d'un côté. Alors, si on reprend à l'étape 1, qu'est-ce qui va se passer à l'étape 1? À l'étape 1, j'ai mon triangle équilatéral, donc ça c'est A0, donc l'aire du triangle c'est A0. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je rajoute ici 3 triangles équilatéraux également. Et donc maintenant, que vaut l'aire totale? Donc ce que je vais appeler A1. Bah A1, on voit que c'est l'aire de A0, j'ai toujours le triangle équilatéral, mais plus finalement 3 fois les petits triangles équilatéraux qui sont de chaque côté. Et ces triangles équilatéraux, à quoi ils sont égaux? Eh bien, je vais réutiliser cette formule-là, puisque cette formule-là, elle marche. Mais attention, avec ici le petit a, qui est la longueur d'un triangle ici. Par exemple, ici, c'est ce que je vais appeler petit a. Et petit a, c'est égal à 1 tiers, parce qu'au début, c'était 1, donc là, ce sera 1 tiers. Donc ça va être 1 tiers au carré fois racine de 3 sur 4. Donc ça, c'est le principe de calcul pour A1. C'est je prends l'aire d'avant et je rajoute les 3 triangles équilatéraux que j'ai fait. Ensuite, ça c'est pour expliquer le principe sur A1. Maintenant, si je fais de manière AN plus 1 en fonction de AN, et bien ce qui va se passer, c'est que si on prend n'importe quelle figure, alors je vais faire une figure quelconque, mais on se doute bien qu'avec une figure à l'étape N, ça va être le même principe. Si je prends une figure quelconque,
eh bien, le principe va être, je rajoute des triangles équilatéraux sur chacun des côtés. Et ce qu'on voit, c'est que, eh bien, j'ai toujours la figure centrale. La figure centrale, son aire, ça va être AN, plus le nombre de côtés, fois l'aire d'un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai un triangle équilatéral sur chaque côté, donc ça va être ici le nombre de côtés, fois l'aire d'un côté. Donc là, ça va être le nombre de côtés, fois l'aire, pardon, pas l'aire d'un côté, mais l'aire d'un triangle équilatéral. Alors par contre, attention, il y a un petit piège. Pourquoi? Parce que le nombre de côtés, c'est le nombre de côtés, mais de la figure d'avant, pas de la nouvelle figure. C'est-à-dire, c'est le nombre de côtés, mais de la énième étape. Et la énième étape, eh bien, le nombre de côtés, c'était Cn, et non pas Cn plus 1. Attention, ça c'est le piège, hein. C'est que c'est l'aire de An plus 1, mais le nombre de triangles que je rajoute, c'est égal au nombre de côtés de la figure précédente, c'est-à-dire de la énième étape, donc Cn. Et l'aire du triangle équilatéral, ben on va utiliser a carré racine de 3 sur 4. Par contre, que vaut petit a? Ben là, ici, ça vaut Ln plus 1. Parce que maintenant, la Ln, c'était la longueur de l'ancien côté, donc la longueur qui est ici. Mais là, cette longueur-là, c'est Ln plus 1. Donc là, cette fois-ci, ça va être cette formule-là avec le petit a qui vaut Ln plus 1. Donc ça fait Ln plus 1 au carré fois racine de 3 sur 4. Et donc là, ce que j'ai rajouté, ça correspond à l'aire des triangles équilatéraux que j'ai rajouté. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir fait mon Cn et mon Ln précédemment, parce que là, le Cn et le Ln, je vais pouvoir remplacer la formule. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que le An, je vais le passer à gauche, parce que c'est ça qui va m'intéresser. Et là, le Cn, qu'est-ce que ça vaut Cn? Ça vaut 3 fois 4 puissance n. Ln plus 1, donc ça fait ça, 1 tiers puissance n plus 1, le tout au carré, attention, et le racine de 3 sur 4. Je vais continuer au-dessus le calcul. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a An plus 1 moins An, qui est égal. Alors ici, on a le 3 qu'on peut regrouper avec le racine de 3 sur 4, donc ça fait 3 racines de 3 sur 4. Le 4 puissance n, pour l'instant, je vais le laisser. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a 1 tiers puissance n plus 1, puis au carré. Donc là, je vais le séparer en disant que c'est 1 tiers puissance n fois 1 tiers, et tout ça au carré. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas du puissance n plus 1, je veux du puissance n pour pouvoir le regrouper avec le 4 puissance n qui est ici. Maintenant, si je sépare le carré, parce que c'est le carré qui est important, 1 tiers puissance n au carré, ça fait 1 tiers puissance 2n, et 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième. Ne surtout pas le regrouper le 4 puissance n avec le 4 en disant que c'est 4 puissance n moins 1, parce qu'à ce moment-là, on a du puissance n moins 1, et puissance n moins 1, c'est pas terrible, c'est toujours mieux de garder du puissance n. Maintenant, je vais pouvoir regrouper. Donc là, le 9 se simplifie avec le 3, il reste 3 en dessous. Et donc, là, j'ai racine de 3, et en dessous, on a dit que là, il restait 3. 3 fois 4, ça va faire 12. Donc ça fait racine de 3 sur 12. Et là, le 1 tiers puissance 2n, eh bien, on peut dire que c'est 1 tiers au carré le tout puissance n, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais 1 neuvième le tout à la puissance n. Et 4 puissance n fois 1 neuvième puissance n, je peux regrouper, et donc ça me fait racine de 12 fois 4 neuvième, le tout à la puissance n. Et donc ça, c'est la formule de An plus 1 moins An. Donc voilà ce que je trouve comme formule de récurrence entre An plus 1 et An. Le An, on peut le laisser à droite si on veut, pour l'instant c'est pas important, c'est pour l'étape d'après que je l'ai fait, mais on peut aussi le mettre comme ça. Mais ce qui est important, c'est de retrouver le racine de 3 sur 12 fois 4 neuvième à la puissance n. Maintenant, ça me donne la formule de récurrence entre An plus 1 et An, mais moi c'est pas ce que je veux, moi ce que je veux c'est An tout court. Et donc, ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a An plus 1 moins An, et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Alors ça c'est plus du niveau après le collège, après le bac, après le lycée, mais on peut très bien le faire en terminale, sans problème. L'idée, c'est qu'à la place de n, je vais mettre des k. J'ai le droit, parce que c'est une variable muette, hein, si je remplace tous les n par des k, il n'y a pas de souci. Et là, je vais faire la somme de tout ça pour k allant de 0 à n-1. n-1, parce que ici, j'ai k plus 1. On va voir après l'intérêt. Donc, de ak plus 1 moins ak. Et donc, si je fais la somme à gauche, je fais la somme à droite. Donc, je fais la somme de 0 à n-1 de tout ça, c'est-à-dire racine de 3 sur 12
fois 4 neuvièmes, le tout à la puissance k. Bon. Ce que je vais faire à gauche, c'est séparer en deux sommes, en disant que c'est la somme de k égale 0 à n-1 de ak plus 1, moins la somme de k égale 0 à n-1 des ak. Et à droite, par contre, là je vais pouvoir calculer ma somme, parce que qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme d'une suite géométrique. Parce que racine de 12 fois 4 neuvième puissance k, c'est une suite géométrique, donc j'ai la somme d'une suite géométrique. Je vais donc pouvoir appliquer la formule de la somme d'une suite géométrique, qui est premier terme, c'est-à-dire pour k égale 0. Pour k égale 0, ça fait 1, mais fois racine de 3 sur 12, ça me donne racine de 3 sur 12, fois trait de fraction. En dessous, j'ai 1 moins q, le q qui vaut 4 neuvièmes, donc en dessous, ça me donne 1 moins 4 neuvièmes, et au-dessus, j'ai 1 moins 4 neuvièmes puissance nombre de termes. De 0 à n-1, j'ai n termes, puisque c'est le haut moins le bas plus 1, c'est-à-dire n-1 moins 0 plus 1. J'ai donc 4 neuvièmes à la puissance n. Je vais terminer le calcul d'abord à droite, et puis après je m'intéresserai à gauche. 1 moins 4 neuvièmes, ça fait 9 neuvièmes, moins 4 neuvièmes, ça fait 5 neuvièmes, mais vu que j'inverse, puisque je divise par 5 neuvièmes, ça revient à multiplier par 9 cinquièmes. Hein, je multiplie par l'inverse. Et le 1 moins 4 neuvième puissance n, par contre ça, surtout je n'y touche pas, parce que je ne peux pas faire grand chose. Et là je peux simplifier le 9 et le 12, donc là je simplifie par 3. Donc en haut il me reste 3 racines de 3. Et en dessous je simplifie par 3, il reste 4, donc 4 fois 5, ça fait 20. Donc ça me fait 3 racines de 3 sur 20, facteur de 1 moins 4 neuvième, le tout à la puissance n. Maintenant je vais regarder ce qui se passe à gauche. À gauche, là, il y a plusieurs manières pour simplifier ces sommes télescopiques. Parce que ce qu'on peut faire, c'est par exemple les écrire sous forme de somme, et après voir s'ils se simplifient. Parce que là, ça va de 0 à n-1. Pour k égale 0, ça fait A1. Ensuite, pour k égale 1, ça fait A2. Pour k égale 2, ça fait A3, etc. etc. Jusqu'à k égale n-1. Et pour k égale -1, ça fait n-1 plus 1, ça fait AN. Donc là, j'ai plus AN, mais moins entre parenthèses. La même somme, mais cette fois-ci, pour k égale 0, ça donne A0, pour k égale 1, ça donne A1, etc., etc., jusqu'au dernier terme qui est AN-1. Maintenant, je vois que A1 moins A1, ça va se simplifier, parce qu'attention, il y a un moins. A2, ça va se simplifier avec le A2 qui est après, etc., etc. Juste avant le AN, j'ai le AN-1 qui va se simplifier avec le AN-1 du bout. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste? À gauche, il reste AN, et à droite, il reste moins A0, parce qu'attention, lui, il n'y avait pas de A0 là-dedans. Donc j'ai finalement AN moins A0 qui est égal à la somme que j'ai trouvée tout à l'heure. Et donc pour avoir AN, il suffit de passer le A0 à droite. Or, le A0, on a vu que c'était racine de 3 sur 4. Donc si je le passe à droite, le moins A0 devient plus A0, c'est-à-dire racine de 3 sur 4, plus tout ça, c'est-à-dire 3 racines de 3 sur 20, facteur de 1 moins 4 neuvièmes, le tout à la puissance n. Donc voilà l'expression que j'ai de AN en fonction de n. Alors pour A0, ça marche bien, parce que pour n égale 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc tout ça, ça fait 0. Ça fait racine de 3 sur 4. On retrouve le racine de 3 sur 4. Alors ça, c'est aussi, on peut le démontrer par récurrence. Donc pour le démontrer par récurrence, il faut déjà connaître la solution. Et surtout, la récurrence, je vous invite à la faire. L'hérédité, elle est assez compliquée. Elle n'est pas forcément évidente. Donc fortement déconseillé. Je vous conseille de faire un peu comme ce que j'ai fait avec les suites télescopiques. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, quel est l'intérêt de faire AN? Et bien, comme j'ai dit, l'idée c'est que on peut montrer que l'air est fini, mais que le périmètre est infini. Alors là, comme on a l'air, on va faire la limite de AN pour voir l'air du flocon de Koch vers quoi ça tend. Et donc, pour faire la limite quand n tend vers plus l'infini, eh bien, où est-ce qu'il y a du n? Il y a du n finalement que ici, la 4 neuvième puissance n. Or, on sait que la limite de 4 neuvième puissance n est égale à 0, puisque c'est une suite géométrique avec le 4 neuvième qui est strictement compris entre moins 1 et 1. Donc finalement, ça tend vers 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et donc, 1 fois ça fait 3 racines de 3 sur 20. Et donc la limite de AN, finalement, est égale à le racine de 3 sur 4, plus 3 racines de 3 sur 20 fois 1, c'est-à-dire 3 racines de 3 sur 20. Je vois que je peux multiplier par 5 en haut et en bas pour mettre sur le même dénominateur, donc je fais directement, et donc là ça me donne 5 racines de 3 plus 3 racines de 3, ça fait 8 racines de 3 sur 20. Je peux simplifier par 4, ça fait 2 racines de 3 sur 5.
Et donc là, ce que je viens de montrer, c'est que la limite de AN, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 2 racines de 3 sur 5, donc en unité d'air, parce que c'est une aire. Donc ça veut dire que mon flocon de coche, si je le fais à l'infini, je vais avoir à un moment une figure, et l'aire de cette figure tend vers 2 racines de 3 sur 5. Donc c'est bien fini, puisque je ne dépasserai pas cette limite, et ça ne va pas tendre vers l'infini. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du périmètre? Parce qu'on peut se dire, bah, si l'aire est finie, le périmètre va aussi être fini. Eh bien, on va voir qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce que, comment va-t-on faire pour calculer le périmètre? Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Le périmètre d'une figure, qu'est-ce que c'est? Quand j'ai une figure quelconque, avec n'importe quoi, hein, c'est quoi? C'est la somme de tous les côtés. Sauf que si tous les côtés sont égaux, par exemple, un octogone, donc on va faire quelque chose comme ça, par exemple, un hexagone, voilà, avec 6 côtés égaux, eh bien c'est la somme des 6 côtés, donc c'est-à-dire le nombre de côtés fois la longueur d'un côté. Et ça tombe bien parce que le nombre de côtés, on l'a, c'est Cn, la longueur d'un côté, c'est Ln. Et comme on sait qu'à chaque fois toutes les longueurs sont égales, je peux bien appliquer cette formule, c'est-à-dire que Pn, c'est Cn fois Ln. C'est-à-dire 3 fois 4 puissance n fois 1 tiers puissance n, et donc 3 fois 4 tiers, le tout à la puissance n, parce que je peux regrouper les deux puissances. Et là, cette fois-ci, la limite de Pn, à quoi elle est égale? Eh bien, elle est égale à plus l'infini, puisque là, j'ai encore une fois une suite géométrique, mais avec 4 tiers qui est strictement plus grand que 1. Et donc, quand j'ai un Q, c'est-à-dire une raison qui est strictement plus grand que 1, à ce moment-là, la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc là, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que pour le flocon de Koch, le périmètre est infini, mais l'aire est fini. Et donc c'est ça l'idée, bien sûr, à présenter, la particularité pour le grand oral, de dire qu'il y a des figures qui existent pour lesquelles le périmètre est infini, et l'aire, par contre, est fini. Alors, pour aller plus loin, ce qu'on peut faire aussi, c'est de voir un petit peu l'intérêt avec le monde réel, parce qu'au final, ça reste une figure qui est théorique, dans la réalité, il n'y a pas de figure ou de principe comme ça. Quelle est l'application concrète? Eh bien, l'application concrète, c'est tout simplement sur les cartes, avec le calcul du littoral. Parce que quand on prend, par exemple, la France, donc je vais faire approximativement, hein, bien évidemment, voilà. Bon, là, on a une aire qui est finie. Pourquoi? Parce que n'importe quel pays que l'on considère, on peut toujours le mettre sur une carte, on peut l'inclure dans un rectangle. Même s'il est plus grand, c'est pas grave. Ce rectangle est toujours d'aire finie, nécessairement, et donc l'aire du pays étant inférieure à l'aire du rectangle, j'en déduis que l'aire d'un pays est toujours finie. Bon, ça se montre, on peut le montrer comme ça. Par contre, au niveau du périmètre, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué, puisque tout dépend du niveau de zoom sur lequel on va aller. Parce que si on regarde de loin, on peut dire, bah, je calcule cette distance-là, etc. Sauf que si on zoome, bien évidemment, ici, il y aura plein de falaises avec des creux, des bosses, etc. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est pour ça que le calcul du périmètre d'une frontière d'un pays, je parle de littoral, mais on peut parler de la frontière d'un pays, est beaucoup plus compliqué, et les calculs, les valeurs que l'on a pour les frontières d'un pays en 1900 ne sont pas du tout les mêmes qu'au XXe siècle, au XXIe siècle, etc. Parce que on avait des outils de mesure différents, avec en plus maintenant des cartes satellitaires, qui permettent d'avoir une précision beaucoup plus élevée. Et puis surtout, ces frontières évoluent en permanence, avec l'érosion notamment au niveau des côtes, le fait que la côte change en permanence, donc ça fait que les valeurs que l'on trouve du littoral français ou de n'importe quel pays, eh bien, peuvent varier d'un site à l'autre, ou même d'une personne qui l'a calculé à un autre, etc., etc. Donc ce qui montre que le périmètre finalement peut être extrêmement grand de la frontière d'un pays, et pourtant le pays peut être extrêmement petit. Tout dépend de est-ce que la frontière va être très plate, ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir plein de petites irrégularités comme ça. Là on voit très bien que, eh bien, juste en faisant ça, j'obtiens un périmètre, on voit, qui est beaucoup plus long, si on le déplie, que ça, et pourtant de là à là, j'ai la même distance. Mais la longueur du segment que j'ai fait au-dessus est beaucoup plus longue, si je le déplie, que la longueur du segment direct que j'ai fait là.
Donc ça, c'est un des axes que l'on peut donner en piste de réflexion. Ce qu'on peut donner aussi en piste de réflexion, c'est que le principe de construction que j'ai expliqué ici, eh bien, on peut très bien le modéliser en Python, de manière informatique, de manière récursive. Pourquoi récursive? Parce que à chaque étape, on fait la même manipulation que à l'étape précédente, mais sur les nouveaux segments. Donc l'idée du programme, ce serait sur chaque segment faire deux points, et puis ce serait une boucle, donc qui n'est une boucle while, parce que c'est faire sur chaque segment, mais après, comme le nombre de segments varie à chaque étape, et bien le nombre d'étapes va varier sur chaque différent A1, A0, etc. Mais on peut très bien construire ça de manière récursive, c'est ce qu'on appelle une fractale d'ailleurs. Fractale, c'est-à-dire que si on zoome de plus en plus, eh bien on va à l'infini, il n'y aura jamais de limite, puisque plus on zoome, plus l'algorithme s'applique, et plus l'algorithme s'applique, plus il y a de segments, et donc on zoome à l'infini, et donc ce qu'on appelle les fractales. Vous trouvez ça sur internet, des vidéos qui sont justement programmées de manière informatique, c'est pas des images qui sont créées comme ça à la main, mais qui sont créées de manière informatique. Et enfin, autre piste de réflexion, ce serait de faire le principe du flocon de Koch, mais en 3 dimensions. C'est-à-dire que plutôt que de partir d'un triangle équilatéral, et puis de faire une manipulation sur les côtés, on peut très bien partir d'un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est-à-dire une pyramide à base triangulaire. Donc là, on aurait un triangle équilatéral comme ça, avec 3 triangles équilatéraux qui forment les côtés de la pyramide. Et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que sur chaque face du triangle, sur chaque face du tétraèdre, on rajoute un tétraèdre, mais dont la longueur, ou enfin l'aire, en tout cas, serait par exemple un tiers de l'aire précédente, etc., etc. Et donc on pourrait très bien construire le même principe que le flocon de Koch, mais en 3D. Donc il y a pareil des vidéos comme ça sur internet que vous pouvez trouver. Alors là, à ce moment-là, ce qu'on pourrait montrer, c'est que l'aire de la figure est finie, et le volume pardon, de la figure est terminé, et d'ailleurs le volume, à la fin, on trouve un cube. Par contre, l'aire de la figure, lui, est infini. Donc là, c'est plus l'aire qui est infini et le périmètre infini, mais c'est l'aire qui est infini et le volume qui est fini. C'est décalé forcément d'une dimension, puisqu'on passe de 2 dimensions à 3 dimensions. Donc là, au niveau des calculs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je ne vous invite pas à le faire de manière calculatoire, parce que vous allez un petit peu vous perdre. Mais c'est intéressant à signifier, par exemple, en conclusion, ou pour aller plus loin sur ce sujet, si on parle de ça au grand oral. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le grand oral. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.